Vous avez pu percevoir la très belle aventure qu'ont vécu ensemble, donc à la fois les travailleurs handicapés de l'Essor et puis les lycéens du lycée Guibray. Et nous souhaitons qu'ils soient bien sûr avec nous le 10 décembre. Et très probablement, ça sera David et une des lycéennes qui diront des mots avec aussi des personnes, des patients. Voilà. Hein, donc, j'ai de l'émotion à chaque fois que je vois le film. Bien, Charles, c'est de toi que tout est parti. À toi l'honneur. Je sais pas. Est-ce que vous entendez comme ça? Il faut parler très très proche, je crois, du micro. Hein. Bien. Alors, ça t'est plus facile. Si tu veux, peut-être. Oui. Alors, merci beaucoup à tous de votre présence. Merci aux responsables des GEM qui se sont exprimés tout à l'heure. Et merci pour tout ce qu'ils ont réalisé pour la réussite de cette soirée qui nous rassemble. Et un merci très particulier à Marie-Vonne Liazide pour son implication décisive dans la réalisation effective de l'appel national dont j'avais pris l'initiative. En fait, c'était novembre 2013. En fait, on se rapproche des 3 ans quand ce geste mémoriel annoncé par le président de la République. Merci aussi à Clémentine, tu l'as dit tout à l'heure, et on lui doit beaucoup. Elle est par là, Clémentine. Je ne sais pas où elle est, Clémentine. Je la cherche du regard et je ne la vois pas. Ah, voilà. D'accord. Et puis merci à Maëlle qui n'a pas pu être là ce soir. Je vais partir de cette phrase de celui qui a écrit La Cité de Dieu, Saint Augustin, vers le 4e, 5e siècle. Et Saint Augustin qui disait ceci: il y a 3 temps, le présent des choses passées, le présent des choses présentes et le présent des choses futures. Tu as beaucoup parlé du temps, Jean, tout à l'heure dans ton propos, donc ça sera très complémentaire. Et à partir de celui des choses passées, je vais consacrer essentiellement mon propos au temps des choses présentes et futures. Tu l'as dit, Marie-Vonne, il y a eu ce drame. 45 000 personnes, mais peut-être bien davantage. Il ne faut pas s'arrêter à cette mathématique-là. Ça oscille, selon les auteurs, entre 45 000 et 80 000. Mais là, nous sommes dans des abstractions. Donc 45 000 personnes, plus peut-être donc personnes qui étaient fragilisées par la maladie, le handicap, et qui ont été victimes dans nos hospices, nos hôpitaux psychiatriques, sous l'occupation, de ce drame-là. Et c'est une tragédie qui revêt, on peut en convenir ensemble, tant pour aujourd'hui que pour demain, des enjeux culturels, sociaux, philosophiques et politiques considérables. Et ces enjeux, ce sont eux qui sont au cœur même de notre démarche commune, de l'appel national d'abord, et aussi du mouvement pour une société inclusive. Alors nous devons réfléchir à la mémoire, à ce qu'est la mémoire. La mémoire ne se réduit pas, chacun le sait, à une simple exploration du passé. Elle ouvre une voie vers le présent qui, lui, ne peut se saisir qu'au regard d'un temps qui n'est plus là, tu en as parlé, Jean, on peut l'appeler une sorte de présent antérieur, et puis d'un temps qui n'est pas encore là, donc un présent ultérieur. Et c'est ce fil temporel qui nous trame les uns aux autres, qui nous solidarise, qui nous cimente les uns aux autres. Et notre conscience historique contribue à parfaire la connaissance de ce qui nous a fait et de ce que nous sommes. Cependant, la mémoire, un peu à la manière de ciel de traîne, un ciel ennuagé, projette souvent des ombres sur nos existences. En effet, chacun en a conscience, nous ne serons jamais complètement désencombrés de certains pans de notre histoire. D'autant que chacun l'expérimente, plus l'on désire oublier, moins on y parvient. Alors atteindre le réel de la tragédie qui nous préoccupe exige, et c'est ce que nous avons fait, de préférer les questions aux réponses. Parce que nous nous sommes souvent dit ensemble, il n'y a pas de place pour des formes de suffisance scientifiques ou pseudo-scientifiques et autres polémiques sur des chiffres, tant nos savoirs sont incertains. Et en tout état de cause, atteindre ce réel à des fins
d'interrogation du présent et de l'avenir suppose de ne pas s'en tenir aux interprétations qui seraient les moins impliquantes ou à des formes d'esquive. Et je pense ici à Camus, qui dans L'Homme révolté écrivait ceci: « Ceux-là savent faire avancer l'histoire, qui savent, au moment voulu, se révolter contre elle. » Mais dans un premier mouvement, on a pu se demander pourquoi revenir à ce sombre épisode de notre histoire, à propos duquel certains déclaraient « il n'y a plus rien à dire », et puis finalement, ce qui s'est passé ne procéderait que d'empêchements contextuels et techniques. Les temps étaient difficiles. Pourquoi se confronter à cet accident de l'histoire, disait-il, qui est enfui, qui est enfoui dans les couches de l'histoire, sans risque de récidive, pensaient certains? Eh bien pourquoi? Parce que cette tragédie parle des hommes comme histoire, comme civilisation, comme culture. J'emprunte ici les mots de Jean-Pierre Vernant. Parce que cette tragédie révèle leur désaccord face à l'idée qu'ils se font de leur condition humaine commune. Parce que cette tragédie témoigne des processus de déshumanisation qui toujours menacent et bafouent les plus chétifs, victimes d'une fragilité additionnelle. Parce que l'indifférence qui a rivalisé pendant ce temps dont on parle avec l'abandon et l'oubli, comme l'ombre avec la nuit, parle du fond de nos sociétés humaines et de leur violence. Et Jean, je te disais en aparté que je parle de cette violence prédatoire, mais en même temps, j'ajoute, en faisant référence à Bataille et à Blanchot, comment évidemment elle se perpétue. Cette tragédie interroge puissamment notre conception de la dignité de l'homme, dont les définitions morales, éthiques, métaphysiques tendent à s'estomper au profit de celles d'experts à partir de critères biomédicaux qui se veulent scientifiquement élaborés. Et c'est dangereux. Alors par-delà la situation qu'a connue l'époque du gouvernement de Vichy, c'était le désordre général, il y avait un défaut avéré d'approvisionnement, un manque de personnel, n'y revenons pas, nous le savons. Mais c'est qu'on subit quand même des milliers de femmes et d'hommes éminemment vulnérables aux privations, mais cruellement en lumière les effets d'une idéologie ambiante et d'une déconsidération des vies les plus fragiles. Alors s'il est éprouvant de regarder cette histoire en face, l'usage que nous en faisons parle clairement de notre conception du monde et de notre face-à-face avec ce qui habite aussi notre temps présent. Je m'en tiendrai à deux faits révélant les mêmes phénomènes insidieux de déclassement de certaines vies et d'eugénisme rampant. En 2014, des médecins des Pays-Bas, premier pays européen, vous le savez, à autoriser 3 ans plus tôt l'euthanasie et le suicide assisté, ont tiré la sonnette d'alarme. 43 personnes, dites malades mentales, rangées, je cite, dans une catégorie de vie injustifiée et illégitime, ont été euthanasiées entre 2012 et 2013. En mars 2016, deuxième fait, Adeline Hazan, contrôleur des libertés sur le territoire français, a dénoncé des pratiques attentatoires aux droits de l'homme, les plus fondamentaux, observées au centre psychothérapique de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. 412 lits, dont 46 chambres de contention, dont en moyenne 35 sont occupées quotidiennement. Et là, le jargon médico-administratif a masqué la réalité de pratiques d'isolement et de contention dans des proportions, je cite Adeline Hazan, proprement inhumaines. Le drame qui s'est déroulé dans nos hôpitaux psychiatriques sous le régime de Vichy invite donc, peut-être d'ailleurs plus que jamais, à un changement de paradigme susceptible de situer à un niveau supérieur nos conceptions de la vie commune et de nourrir une vision renouvelée de notre patrimoine humain et social commun,
et aussi de susciter une autre manière de considérer les fragilités humaines. Et c'est là le cœur d'une société inclusive. D'aucuns me disaient parfois, mais peu nombreux quand même, mais on se souvient d'eux. Comme je vous disais tout à l'heure, mais pourquoi revenir sur ce passé, comme si on voulait se nourrir d'une sorte de jouissance du tragique? Non, c'est pas cela la démarche. C'est allumer des contre-feux. Parce que nous ne sommes jamais garantis que ça ne se reproduit pas. Preuve en est. Et de manière souvent sournoise et insidieuse. Et vous savez aussi comment les maisons qui accueillent des personnes du grand âge peuvent développer des maltraitances actives ou passives. Or, ce concept de société inclusive, avec tout un cortège de dérivés, on parle de lieux éducatifs inclusifs, d'entreprises inclusives, etc., etc. Il nous faut l'interroger. Tu as commencé à le faire, Jean, tout à l'heure, donc ce sera complémentaire. Il est né et il se diffuse dans un temps que je qualifie d'aussi obscur que lumineux, aussi troublé que troublant. Qui ne le ressent pas? C'est un temps contradictoire qui prône l'égalité sans cesse, mais hiérarchise implicitement les vies, jaugeant leur rentabilité. Combien coûtent-elles? Et en conséquence, est-ce la peine de les accompagner? À quel moment et dans quelles circonstances ou à quelles conditions valent ou ne valent-elles pas, ou plus, d'être vécues? Ceux dont la période d'occupation fut le théâtre, donc, montrent, si besoin était, que toute société en difficulté, en crise, tend à négliger les plus fragiles et en faire des boucs émissaires. Alors on dit de manière légère, on va le dire ainsi, mais il faut l'accepter, nous traversons une crise économique, nous devons aller de l'avant, ce qui exige des choix difficiles. Autant d'esquives pour justifier de faire vivre, j'allais dire survivre, mais le terme sous-vivre serait plus juste, sous-vivre les plus fragiles. Alors c'est un temps qui est ambigu aussi, parce qu'on a assisté, notamment au XXe siècle, avec une vitesse exponentielle de progrès, donc des progrès sans précédent dans le domaine technique, scientifique, la connaissance de la vie, de l'univers. Ça a changé nos modes de vie. En tout cas dans nos pays confortables. Hein. La planète est si inégale. Et pour autant, en dépit d'un consensus contre l'exclusion et à l'encontre d'un espoir séculaire de réduction des écarts, je vais le formuler ainsi, des îlots de commodité côtoient des océans d'empêchement. C'est réel. Je veux bien qu'on passe au large des choses qui nous dérangent et qu'on les passe par pertes et profits. C'est trop réaliste ce que vous dites. C'est une réalité. Il y a des mondes qui ne communiquent plus, les uns surconfortables et les autres sans aucun confort. C'est un temps paradoxal aussi parce qu'il affirme respecter la fragilité et en même temps il la marginalise. Parce qu'il se perd dans des idéaux de puissance et, pour reprendre une expression de Dominique Schnapper, dans la tentation de l'illimité. Alors dans cette mécanique sociale, c'est l'homme économique, tu l'as montré aussi, qui fait régner une loi des reins, celle du marché, de la compétition sans merci. Alors, on songe ici ensemble au courant qu'on appelle transhumaniste, qui rêve d'un homme zéro défaut, tant dans ses capacités physiques que mentales, qui ne reconnaît plus la maladie, le handicap, le vieillissement et la mort comme immanent à notre condition humaine. Et qui finit par rêver de la mort, l'homme éternel. C'est un temps ambivalent aussi, parce qu'on y parle abondamment d'accompagnement humain, mais il suffit d'écouter. Les plus vulnérables continuent à vivre avec un sentiment de délaissement et d'insécurité dans une société apparemment de plus en plus sécurisée. C'est un temps équivoque, encore parce qu'il développe, semble-t-il, une pensée de l'universel, mais tout en s'égarant dans des particularismes et des communautarismes. Et les événements meurtriers qui affectent nos sociétés en attestent. La barbarie
au nom de l'appartenance communautaire, n'a jamais dit son dernier mot. C'est un temps incertain qui se veut indépendant d'esprit, mais qui s'assujettit à des normes souveraines mises en scène à grand bruit. Et en tout domaine, les normes, les exigences normatives ne cessent de croître. Oublions que les êtres humains ne sont pas des copies conformes à un modèle unique reproduit en millions d'exemplaires. Et que l'humanité, c'est une infinité de singularités, d'aspérités, d'inflexions. Leibniz parlait de défaut de licité. Elle n'est pas lisse, l'humanité. Elle est faite de crises. Eh bien, le handicap n'est qu'une de ces formes de fragilité et de ces inflexions de l'humain. Elle n'est pas autre chose. Et il est bien, on le voit dans le film, que très tôt, les jeunes en prennent conscience. Alors c'est un temps indécis, également, qui dit faire place à la diversité, mais ceux qui, de par leur mode d'être au monde, n'entrent pas dans les cadres usuels de reconnaissance, se voient plus ou moins exclus de la photographie de famille. Et il y a là une illusion de la normalité, à quelques grands modèles, une sorte de croyance qui se pense raison. Alors du coup, on s'interroge, discrètement quand même, comment normaliser les anormaux? Comment reconnaître les non reconnaissables? Comment déranger où ranger les dérangés? Où classer et où caser les incasables? Et comment, finalement, ne pas montrer les monstres? C'est une sorte de normalité à marche forcée, qui fabrique toujours plus d'inconforme. C'est un temps encore désarmant, qui parle de différence mais qui rêve d'ordre, quitte à nier la réalité du vivant et ses fragilités substantielles. Cet ordre fantasmé, qu'est-ce qu'il induit? Il induit un processus de particularisation. Les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, seraient toutes différentes. D'ailleurs, on les appelle les différents. C'est une expression absurde. Nous le sommes tous. Elles seraient autres par nature. Elles seraient à part, elles seraient dépourvues de ceci, elles n'auraient pas besoin de cela, elles n'éprouveraient pas les mêmes désirs, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. Donc on a pu les enfermer, les priver de nourriture. Et on dit, mais tout le monde a souffert. Toutes les victimes. Oui, mais elles, ce qui faisait la différence, c'est qu'elles étaient enfermées. Et qu'elles ne pouvaient pas aller compléter leur ration alimentaire à l'extérieur. Elles étaient incarcérées. C'est ce qui fait toute la différence. Il n'y a là pas dans notre démarche là, d'une sorte de discrimination positive parmi les victimes civiles. Il y a la prise en considération d'une fragilité bafouée. Alors on se dit, ce sont des êtres à part, qui ont l'exclusivité d'une différence à valeur négative. Et en tout état de cause, ils sont tellement dissemblables qu'ils ne peuvent pas faire communauté avec les autres. Et on voit bien à travers le film comment il est important que dès la phase éducative, la plus précoce qui soit, on travaille la terre de ce côté-là. Pour mettre un terme à un ordre social qui engendre une disjonction entre les uns et les autres, et qui fait obstacle au vivre ensemble. Il me semble, mais c'est peut-être une opinion, que la coupure entre ces gens jugés différents et les autres, cette particularisation excessive, est la coupure la plus oppressante et la plus oppressive que l'on vit aujourd'hui. D'où dans le langage courant, des gens se disent, mais on n'habite pas la même planète. Si, la planète est petite, on est bien les mêmes. On est tous sur la même planète. Mais les réalités sont si différentes. Et le regard est si différent. Quand on entend les paroles de David, là, tu disais, Marivonne, c'est émouvant. Tu dis, mais il n'a pas de place, où il va se mettre? Certains font semblant de dormir pour ne pas lui laisser la place, d'autres l'insultent, etc. Et c'est dans ce contexte ambigu qu'il faudrait encore que je développe, mais le temps ne le permet pas. Dans ce contexte ambigu, équivoque, sur quelle base une société inclusive peut-elle se construire? En référence à quels principes, à quelles exigences, qui renvoient à l'idée de bien commun à partager avec équité, et également à la notion de droit pour tous et pour chacun. Il n'y a pas de droit s'ils ne valent pas pour chacun et pour tous. Alors,
le premier principe. Métaphoriquement, moi je conçois la société inclusive un peu comme une maison à construire. Ensemble, pas les autres, nous, tous ensemble. Et le premier principe, le premier pilier de cette maison, c'est celui qui invite résolument à remettre en cause les phénomènes de hiérarchisation des vies. C'est pour cela que j'ai fait comme sous-titre de ce livre « Il n'y a pas de vie minuscule ». Pour moi, ça fait sens. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de vie minuscule. Et il n'y a pas de vie majuscule. Il n'y a que des illusions de personnes qui seraient majuscules et qui considéraient les autres en asymétrie. Et qui créent donc cette coupure. Il n'y a pas non plus plusieurs humanités. Parce qu'on finit par le croire parfois. Dans les présentations que l'on fait, on parle des personnes en situation de handicap et puis des autres. Les uns n'auraient rien à voir avec les autres. C'est ce que nous disons dans le mouvement pour une société inclusive. Tout ça, ça nous concerne tous. Pas simplement les gens qui sont touchés eux-mêmes, qui exercent une fonction auprès, mais c'est une question citoyenne. Parce qu'il n'y a pas une humanité forte et une humanité faible. Quelquefois on dit les plus faibles, c'est pas sûr qu'ils soient plus faibles. Ils sont peut-être plus forts. Il n'y a pas une humanité à l'endroit et une humanité à l'envers. Il n'y a pas une humanité qui serait insignifiante, donc on peut les laisser mourir dans des conditions déplorables. J'ai une pensée particulière pour les parents. Que fait-on vivre aux parents qui apprennent que leurs enfants, ce qu'on aime le plus au monde, sont attachés sur des chaises, dans l'obscurité, dans des chambres de contention? C'est une douleur dans laquelle on peut se transporter insupportable. Insupportable. Songez à Charles Juillet, ici, vous savez, l'écrivain lyonnais qui a reçu le prix Goncourt. Il me disait, il le dit à chacun, il n'a jamais cicatrisé de la mort de sa mère, retrouvée à l'état cadavérique, dans les sombres périodes de l'histoire, alors qu'il avait mis là pour la soigner. Il n'a jamais cicatrisé. Il n'y a pas de vie insignifiante, il n'y a pas de vie infrahumanisée. Alors vous allez dire, mais c'est un simplisme. Oui, mais il faut qu'on se le redise, puisqu'on l'oublie. Il n'y a qu'une humanité dépositaire d'une condition universelle. Entre un plus et un moins. Aujourd'hui on va bien, demain on n'ira pas bien. Entre un meilleur et un pire. Entre fortune, aujourd'hui, revers demain. Entre résistance et fléchissement. Pascal avait cette belle formule, entre l'infime et l'infini. Eh bien, je crois qu'on a à se redire ensemble, non pas sur le plan d'une morale, parce que les morales, ça ne marche pas, sur le plan d'un constat, c'est-à-dire des yeux bien ouverts, entre naître et mourir, la possibilité de blessure, non pas accidentelle simplement, mais ontologique, baigne chaque existence, et tel un raz de marée, elle en inonde certaines. Nos vies sont par nature ambiguës. Donc, la stratification des vies, telle qu'elle se pratique implicitement, eh bien, ne tient pas davantage que la stratification des cultures. C'est pour moi un pilier porteur d'une société. Comment remettre en cause tous les processus insidieux de hiérarchisation des vies? On garde l'excellence pour ceux qu'on estime les plus forts et les meilleurs, et puis on pense que les autres auront, ça leur suffira, des remédiatifs ou des palliatifs. On ne va quand même pas mettre les meilleurs profs auprès des enfants en situation de handicap à l'école. On va les garder pour les séries les plus prestigieuses. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Sinon, il y a double peine. Les vies ont le même prix. Et ce n'est pas une formule. Donc une société inclusive, c'est celle qui œuvre pour réunifier des univers sociaux, pour forger une sorte de répertoire commun. La plupart des exclusions viennent de l'arrogance de cette hiérarchisation des vies. Et je cite ici Henri Laborie, qui était chirurgien, vous le savez, philosophe. Petite fille, c'est Emmanuel Laborie. Il disait, quand on comprend que les hommes s'entretuent pour établir leur domination, la conserver, on est tenté de conclure que la maladie la plus dangereuse pour l'espèce humaine, ce n'est ni le cancer, ni les maladies cardiovasculaires, comme on tente de nous le faire croire, mais plutôt le sens des hiérarchies, de toutes les hiérarchies. On est là à rebours d'un darwinisme social. Et cela implique une sorte d'intelligence collective de la vulnérabilité commune,
Défi humain et social à relever. Deuxième axiome, deuxième pilier d'une société inclusive, c'est la question du patrimoine humain et social commun, dont nul n'a l'exclusivité. Une société, je dis de manière synthétique, ne peut pas se concevoir comme un club dont certains membres pourraient s'accaparer l'héritage à leur profit pour en jouir de manière exclusive. Et finalement, ils justifient un ordre qu'ils définissent eux-mêmes. Ce sont les normaux qui doivent définir cet ordre. Non. Une société, ce n'est pas un cercle réservé à certains affiliés qui conçoivent la normalité comme une souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté à être préservée par ces formes de fragilité que l'on appelle maladie et handicap. Il n'y a pas de souveraineté attachée à cela. Et donc une société n'est pas non plus un cénacle où les uns pourraient stipuler aux autres « vous auriez les mêmes droits que nous si vous étiez comme nous ». Ça ne peut pas fonctionner comme ça. J'ai l'impression qu'il faut qu'on se le redise très souvent ensemble. Dans une société, il n'y a pas de carte de membre à acquérir. Et il n'y a pas de droit d'entrée à acquitter. Il n'y a pas de débiteur. Et il n'y a pas de créancier. C'est la règle. Par naissance même, nous faisons partie de la communauté humaine. Il n'est écrit nulle part que les uns qui portent dans leur esprit ou dans leur corps une forme de blessure à la naissance doivent demander la permission aux autres pour profiter d'une société qui appartient à tous. Si on ne se redit pas ça, et qu'on parle d'inclusion, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'inclure des gens qui sont dehors, ils ne sont pas dehors. Par naissance, ils sont déjà dedans. Qu'avons-nous à faire? Nous avons à penser, à travailler la maison pour qu'elle permette à chacun d'y vivre au mieux. Mais on est déjà dedans. Donc en gros, et en somme, chacun est héritier de ce qu'une société a de meilleur et de plus noble. Et personne n'a l'apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous. Ce qui appartient à tous. Aucune part du patrimoine, et c'est la règle, ne peut être l'exclusive des majoritaires que la naissance ou le cours de la vie ont préservé du handicap, au détriment de minoritaires dont la destinée serait de ne ramasser que les miettes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et on voit bien ici comment l'idée de société inclusive tourne le dos à toute forme de captation, qui accroît de fait le nombre de personnes empêchées de bénéficier sur la base d'une égalité avec les autres, de se cultiver, de communiquer, de se soigner, de travailler, de créer, de faire œuvre, d'être reconnus dans les drames aussi qu'ils ont vécus à travers l'histoire. Donc, l'idée de société inclusive, ça renvoie à un ensemble commun. Et cet ensemble commun, métaphoriquement, je parle ici de chez-soi pour tous. Comment penser ensemble un chez-soi pour tous? Avec des compensations, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, avec des accommodements, avec des plans inclinés, éducatifs, pédagogiques, professionnels, culturels, oui, beaucoup de plans inclinés, parce qu'on n'a pas tous les mêmes potentiels du corps et de l'esprit. Mais ce chez-soi pour tous, on a à le travailler. C'est autre chose que de dire on met dedans. On sait très bien que mettre dedans ne suffit pas. C'est une manière de signifier concrètement à chacun des membres de la société. C'est le sens de ce qu'on fait autour de Marivonne. De signifier par ce geste mémoriel, de quoi on le défigure. Il ne s'agit pas de passer un petit moment ensemble, célébré par les télévisions, on s'en fout de ça. Ce n'est pas ça la vraie question. C'est comme à travers ça, on signifie. Chacun compte à part entière. Chacun compte à part entière. Et je crois que pour bien comprendre ensemble la notion de société inclusive, il faut l'opposer terme à terme à exclusive. Une société inclusive, c'est celle qui lutte contre toutes les formes d'exclusivité persistante dont on finit par ne plus se rendre compte. Et Simone de Beauvoir avait ces mots, le plus scandaleux, c'est qu'on s'y habitue.
On ne le voit pas, parce qu'on n'est pas touché en soi ou directement. Comment lutter contre les formes d'exclusivité? Troisième principe, troisième pilier, et là je crois qu'il y aurait lieu de le développer davantage, mais je le dis de manière synthétique, c'est qu'une société inclusive ne défend pas simplement le droit de vivre, mais celui d'exister. Alors, vivre, ça renvoie à ce qu'on partage avec les organismes vivants. On a besoin de manger, de boire, de se reposer, ce sont nos besoins biologiques, c'est l'autoconservation. L'exister, c'est autre chose. L'exister, c'est ce qui renvoie à la relation à soi, à la relation aux autres, au temps, au destin, au besoin de reconnaissance. Je compte pour quelqu'un, donc je suis. C'est parce que je compte pour quelqu'un que je me sens exister. Ça renvoie à la dépendance des solidarités humaines et à la possibilité de s'impliquer dans sa société d'appartenance. Victor Hugo avait cette belle manière de le formuler, c'est par le réel que l'on vit et c'est par l'idéal qu'on existe. Qui d'entre nous ne l'expérimente pas? Il n'est pas assez pour nous de naître physiquement, tant s'en faut. On peut être soigné par tous et mourir de n'exister pour personne. Eh bien, le handicap et la fragilité met en relief ce caractère toujours problématique de l'accès à l'existence, qui est soumise à maints empêchements. Des réponses attentives aux besoins biologiques d'autoconservation ne garantissent pas à elles seules la possibilité d'exister. Qui n'a pas visité un jour une maison dite de retraite? Les gens sont bien soignés, on porte les médicaments à l'heure, tout est bien fait. Mais là, on n'existe plus. On vit, on survit, mais on n'existe plus. Le sentiment d'exister, c'est autre chose. Ça repose sur l'expression et la prise en compte de désirs, qui ne sont pas un luxe réservé à ceux qui n'auraient pas de besoins spéciaux. Et trop souvent, ceux qui sont atteints de vulnérabilité additionnelle dans nos sociétés sont cantonnés à des besoins, à leurs besoins particuliers. D'ailleurs, c'est une expression consacrée. On dit les personnes à besoins particuliers, comme si les autres n'en avaient pas. Alors on se dit, ce sont des nécessiteux, on répond à leurs besoins, ça suffit. On tente à négliger ce qui fait de ces personnes des êtres existants, sentant, pensant, pris dans des flux de désirs, de projets, de passions, de volontés, d'aspirations, de peurs, d'élans vitaux, d'accablements, d'idéaux, de rêves, qui sont si contraints, si gardés au secret qu'ils finissent par se perdre. Alors, permettre aux gens de vivre, c'est une chose, leur permettre d'exister, c'est autre chose. Quatrième pilier d'une société inclusive, quatrième axiome, c'est celui qui induit un questionnement sur la notion d'équité. Car une société humaine n'est rien sans des conditions d'équité. Ce qui renvoie à la problématique de la refondation de la justice sociale, de l'égalité formelle, de l'égalité réelle et des conditions de l'équité. Si des situations identiques, et on en conviendra aisément, appellent des réponses identiques, les citoyens les moins, je vais mettre entre guillemets, armés, les plus précarisés, tu parlais de cela tout à l'heure, Jean, légitiment des réponses spécifiques. Et ce sont ces réponses spécifiques qui préviennent l'altération du principe d'égalité. Nous naissons dans l'inégalité, le moment le plus inégalitaire d'une vie, c'est la naissance. On est né quelque part, dans une famille qui nous porte, une famille qui nous entrave, dans un pays confortable ou dans un pays très pauvre, avec un corps qui fonctionne, un esprit à peu près, et d'autres non. Le seul moment égalitaire d'une vie, c'est l'instant de la mort. Juste l'instant, hein. Ce qui précède ne l'est pas non plus. Donc, faire de l'équité, ça exige d'accommoder les ressources ordinaires en matière de santé, en matière de bien-être, d'éducation, d'acquisition de savoir, de compétences, de sécurité économique, sociale. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas donner le moins à ceux qui en peut, c'est donner plus à ceux qui en peut. Donc, il y a là quelque chose qui est une condition de l'égalité. L'équité.
agir de façon modulée selon les désirs, les besoins singuliers, pour pallier les inégalités de nature ou de situation. Dernier pilier, parce que je dois m'arrêter dans 5 minutes, c'est ça, hein, Marie-Vonne. Dernier pilier, il amène, je ne fais que l'évoquer, à s'interroger sur la norme et la conformité. Je le formule de cette manière, l'exclusivité de la norme, c'est personne, et la diversité, c'est tout le monde. Et on voit comme la visée inclusive vient contrecarrer une sorte de centrifugeuse culturelle qui renvoie en périphérie ceux dont l'existence vient déconstruire des modèles et des archétypes dominants. Elle remet en cause des normes qui sont toujours culturellement construites et qu'on pense absolues. C'est ça le piège dans lequel nous tombons sans cesse. Il n'y a pas de normes absolues, il n'y a que des normes culturellement construites au gré du temps et des cultures. Et ces normes, évidemment, pensées comme des absolus, aggravent les rapports de domination et multiplient les phénomènes d'exclusion. J'en viens à la conclusion pour respecter le temps. Ainsi, l'optique inclusive n'est pas une mollesse de l'esprit. Elle n'est pas une pure utopie, mais un combat déterminé pour contrecarrer les formes d'inhumanité qui, de tout temps, sont à l'œuvre dans l'espèce humaine. Une sorte de violence fondamentale, disait Jean Bergeret. Et la mémoire du drame qui nous rassemble témoigne de cette violence qui accompagne les hommes et contre laquelle nous avons sans cesse à lutter. Tchekhov, qui tout en exerçant la médecine a signé plus de 600 œuvres littéraires, le déplorait. Il disait ceci: nous ne voyons pas, nous n'entendons pas ceux qui souffrent, et tout ce qui est effrayant dans nos vies se déroule quelque part dans les coulisses. En effet, je crois que nous n'avons jamais fini d'apprendre à voir ces drames, à les entendre. On n'a jamais fini de redonner un visage à ceux qui ont vécu et qui ont souffert au-delà des limites de l'humain. C'est le cas de ces 45 000 personnes dont on dit qu'elles se nourrissaient parfois de leurs vêtements, de leurs excréments. Finalement, ce sont des gens qui ont vécu quelque chose hors de toute expression du respect et de l'honneur. Hors de toute expression du respect et de l'honneur. Autant d'ailleurs leur délivrer un arrêt de mort. Bien sûr que le drame qui a été vécu en France ne procède pas d'un programme d'extermination, stérilisation massive, 450 000 stérilisations massives par le Reich, usage des gaz, etc. Ça ne procède pas. Il n'y avait pas une programmatique, mais il y avait quand même une forme d'arrêt de mort. Finalement, ce sont des gens qui ont disparu, qui se sont mêlés à la terre, anonymes, indistincts, sans nom, sans identité. Qu'est-ce que ça veut dire 45 000 ? Si on regarde les chiffres de manière abstraite, ce qui nous permet, et ce qui nous a, je crois, animés, c'est les visages. Combien de visages meurtris, de familles qui les attendaient, qui les retrouvaient dans cet état. C'est cela qui donne sens. La raison et l'éthique, finalement, qui fondent notre citoyenneté. La fragilité qui nous relie, parce que la force nous divise. À tous les coups, elle nous divise. C'est la fragilité qui nous réunit. C'est la fragilité qui nous humanise. Finalement, ça appelle un devoir de connaissance, de vérité, c'est ce que nous avons voulu faire, de témoignage et d'humanité. Et c'est ce qui donne sens et souffle à ce que Marie-Vonne a présenté tout à l'heure. Et vous imaginez, c'est vrai que ce dénouement nous réjouit, bien au-delà de nous, parce que beaucoup de familles et beaucoup de personnes l'attendent. Et ce geste mémoriel accompli par le président de la République le 10 décembre prochain, et puis peut-être aussi la création d'un lieu qui réunirait, comme tu l'as dit, autour des fragilités de ces diverses pressions. Comment réapprendre à faire société, non pas à partir de la force, mais des fragilités. Il y en a quelque chose ici de très paradoxal. Je vous remercie.
Bien. Merci Jean Furtos, merci Charles. Est-ce que l'une ou l'autre personne souhaiterait les interpeller ou apporter leur témoignage? Oui. Alors, est-ce qu'il y a... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Khadija Alaoui, je suis infirmière. D'accord. Je m'appelle Khadija Alaoui, je suis infirmière. Et donc j'ai vraiment été très très intéressée par tout ce que vous avez dit. Mettez le micro plus près, comme ça? Ok, pas du tout habituée, désolée. Encore un peu plus? Ok. Bon. En fait, je m'intéresse énormément donc autant à la psychiatrie, à l'exclusion. J'ai pu rencontrer le professeur Jean Furtos aussi, un médecin du Monde entre autres, et aussi à Vinatier. J'ai travaillé à Vinatier, j'ai fini par partir parce que j'avais un sentiment de malaise concernant... j'avais le sentiment qu'il y avait des vitesses de traitement. Bon, ça n'importe que moi, avec tout ce qui avait été fait de très bon, qui fait de très bon aussi encore aujourd'hui. Donc je suis assez sensible effectivement à la façon dont on peut traiter les personnes, mais c'est pas propre à la psychiatrie, hein, c'est de manière générale en tant qu'infirmière. Actuellement, je suis depuis... ça fait 7 ans que je suis dans le milieu d'éducation nationale en tant qu'infirmière. Et je me sens très très démunie, mais je ne suis pas la seule, hein, mes collègues enseignants aussi sont parfois assez démunis parce que le système de l'éducation nationale veut évaluer nos élèves sur 2 critères d'intelligence. Je ne suis pas quelqu'un de très scientifique, mais globalement, j'ai cru comprendre qu'on avait 8 intelligences. Hein, j'ai un petit peu travaillé là-dessus. Et lorsqu'effectivement, on a des élèves qui n'ont pas la possibilité d'exprimer l'intelligence dans laquelle ils excellent, ils sont effectivement mis de côté malgré la bonne volonté des enseignants, malgré la bonne volonté de ces élèves, à essayer d'être valorisés par rapport à leurs deux intelligences qui sont censées être notées. Donc c'est vrai que j'ai fait un peu le lien avec ce que vous disiez. Hein. C'était notamment lorsque vous parliez du second principe d'inclusion-exclusion, où vous mettiez effectivement qu'on mettait souvent les élites en série S, on avait aussi cette notion de hiérarchiser les séries de manière scolaire, qu'il y avait effectivement un sentiment de souveraineté aussi qui était aussi porté, malgré le fait que l'éducation nationale se veut être un lieu de vivre ensemble, un lieu d'égalité, et que malgré tout, on est plutôt dans quelque chose dans un contre-courant. Je voulais aussi rebondir sur le fait que vous disiez à un moment donné que il y a aussi besoin d'être reconnu dans les drames de l'histoire, et il se trouve que les élèves, je faisais un peu un parallèle, ils ne sont pas reconnus dans leurs échecs parce qu'ils ne sont pas évalués comme on devrait les évaluer. Je ne sais pas si on me suit un petit peu dans ce que je suis en train de dire, mais qu'il y avait effectivement, volontairement, je ne parle pas de l'handicap physique, d'handicap moteur, etc. Je me rends compte notamment qu'au niveau des élèves qui ont des troubles cognitifs, qui sont dyslexiques, qui sont dyspraxiques, en tant qu'infirmière d'un établissement de plus de 1000 élèves, je me rends compte comment ils sont de toute façon mis de côté, parce que le système n'est pas fait clairement, même si on essaye d'avoir des aménagements pédagogiques, des tiers-temps, majoration de temps, etc. Ces élèves-là, de toute façon, sont déjà à la marge, et c'est compliqué. Moi, je vois ça de l'extérieur, et c'est hyper compliqué d'essayer de récupérer des choses avec les profs, parce que le système n'est pas fait pour, parce que le nombre d'élèves, etc. Donc voilà, moi, je voulais surtout témoigner sur le fait que ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous avez partagé les uns et les autres, en tant que professionnel de santé, pour moi, l'écho, il est aussi auprès des élèves. Et je vois vraiment le drame que certains peuvent vivre, qui ont un talent énorme, qui ont un talent fou, pas évalué, et qui sont mis de toute façon de côté. Voilà. Merci à tous. Et merci à vous pour votre témoignage. Alors si je peux me permettre, en fait, c'est une des réponses. En fait, moi, je me suis souvent posé aussi cette question-là.
Et en fait, c'est grâce aux adhérents que j'ai réussi à y répondre. Vous êtes en train de mettre le doigt sur le cloisonnement institutionnel. Je pense qu'au fil de nos carrières, en fait, on rencontre plein de gens formidables. Mais surtout, on rencontre aussi des usagers qui ont un parcours de vie. J'ai honte. Il y a des moments où je me dis, on vit dans un pays où des gens ont des parcours de vie comme ça et ils arrivent dans nos structures. Je dis, mais comment ça a été possible d'en arriver là? Eh bien, il faut aller vers les gens qui osent, en fait. Moi, je sais que dans le GEM où je travaille, en fait, on a la chance les adhérents ont la chance d'avoir un parrain, Luciole. Donc, Stéphane a parlé tout à l'heure de Denis Pernet, mais il y a aussi Bernard Joly, Monsieur Maresco, l'ancien directeur de la RHM. Ce sont des personnes qui ont toujours osé. Quoi, vous voulez pas? Nous, on va le faire. On essaye, on tente. Et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut vraiment y croire, en fait. Nous, il y a 2 ans, on a travaillé avec Marielle Valran, en fait, sur la transmission des savoirs. On a fait un écrit avec une présidente de GEM, en fait. Moi, c'était la première fois où j'étais en train d'élaborer, en fait, un écrit avec une usagère en santé mentale. Et j'ai dû mettre à plat tout mon conditionnement, tout mon carcan. Je veux dire, rappelez-vous, dans les écoles, on parle souvent de faire avec, de transmission des savoirs et tout. Qui aujourd'hui dans les structures, en fait, dans le social ou dans les hôpitaux, peut parler de ça, en fait? C'est très très difficile. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de nouvelles personnes. Il y a, au niveau de la direction de la RHM, là, il n'y a pas longtemps, les adhérents du GEM, par le CRIGEM et par Arlequin, ont été sollicités pour penser un projet de médiateur de santé pair. C'est énorme. Je veux dire, en ce moment, on parlait tout à l'heure de révolution, je me méfie un peu parce que souvent, on pourrait coller cette image-là de violence. Moi, je suis pas trop violent, je sais pas faire, ça m'énerve. Et du coup, en fait, il faut vraiment aller vers les gens qui font changer la société. Ici, on a un beau panel de 3 guerriers, il faut aller vers ces gens-là, quoi. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Et on est dans une société où, en ce moment, on est sur des pratiques identitaires, communautaires, parce que les gens ont peur. C'est pas la solution. On sait qu'on va droit dans le mur. Au moins, je pense qu'on a besoin d'identité, on a besoin de communauté, mais on a surtout besoin de vivre ensemble. Merci. Alors, je ne sais pas si nous sommes des guerriers, mais en tous les cas, nous sommes des révoltés, des résistants, qui en général savent se trouver des alliés pour construire à notre dimension justement ce présent et ce futur tel qu'on le souhaite. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir. Vous vouliez intervenir? Alors, la dernière intervention. Oui, je voulais juste une précision, Dr Furtos. Vous parliez du grand temps tout à l'heure en disant que, alors peut-être j'ai mal compris, peut-être j'ai pas suivi, peut-être j'étais déconnectée, mais vous parliez du fait des gens qui vont bien, ils ont toujours un wagon d'avance et que les dépressifs, en gros les gens qui vont pas bien, moi je le constate dans mon boulot, je suis assistante sociale en grande précarité pour des gens qui sont... J'interviens sur la permanence d'accès aux soins et de santé. Donc pour les gens qui n'ont pas de papier, qui ont besoin de soins. Et donc je les vois bien, ces gens qui me remercient, qui sont dans le partage de tout ce qu'on peut leur apporter, mais qui ne vont pas bien du tout. Et vous disiez tout à l'heure que eux, en gros, comment je pourrais dire ça? Ils n'ont pas de wagon d'avance. Quelqu'un qui va bien, il a un wagon d'avance, et celui qui va pas bien, moi je le constate, ils sont en dessous des pâquerettes, quoi. Je veux dire. Donc j'ai peut-être pas bien compris. Je voulais juste une précision. Oui. Pour moi, ceux qui vont bien, c'est ceux qui sont dans le grand temps. Ceux qui sont dans le temps accéléré, c'est-à-dire les managers, mais beaucoup d'entre nous aussi, qui sommes dans des institutions où il faut aller de plus en plus vite, parce que je dis qu'ils vont bien parce qu'ils sont apparemment inclus. Mais en réalité, en termes psychiatriques, on dirait que c'est un temps maniaque, c'est un temps accéléré, c'est un temps où on n'a pas le temps de vivre le grand temps, parce qu'on est comme dans un camion fou, on ne sait pas comment l'arrêter, et il faut le suivre, et quelquefois doubler même le camion fou pour être... Donc, je dis « aller bien » entre guillemets. Je ne pense pas que être dans un temps accéléré, c'est aller bien, mais ceux qui sont apparemment... les privilégiés sont souvent dans un temps accéléré, et puis d'autres sont dans un temps arrêté, où il n'y a plus d'avenir, etc. Mais la seule manière d'avoir une paix intérieure
qui permet de supporter l'horreur, la déliaison, la merde, l'avenir incertain, la rencontre improbable, c'est d'être dans un grand temps où on sait d'où on vient, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et pour moi, c'est un temps spirituel qui est laïque ou pas, hein, mais c'est un temps qui, j'appelle ça le grand temps, quoi. Tu l'appelais, on pourrait appeler une sorte de présent dans toutes ces. Voilà, c'est ça, aller bien pour moi. Quand je dis que je me précipite sur mon ordinateur, c'est que je vais mal, en fait. C'est que je ne sais pas m'arrêter quand je vais chez moi. Oui, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est entre guillemets qui vont bien. Oui. Bien, alors maintenant on va vous proposer une gestion du temps qui est de se retrouver ensemble autour du pot de l'amitié. Mais avant que vous vous leviez, je voudrais quand même qu'on prenne juste 1 minute pour des remerciements. Alors, remerciements aux 2 GEM, Oxygem et Harlequin. À leurs présidents, à leurs parrains, à leurs adhérents. Et c'est eux qui vous offrent le pot de l'amitié, après nous avoir organisé ce temps de rencontre. Et je voudrais redire aussi des remerciements à Alix Lorta-Jacob, puisque elle a été vraiment une cheville ouvrière. Et permettez aussi qu'on salue Clémentine Soulier et Maëlle Bobet, parce que c'est Clémentine et Maëlle qui, avec les 2 GEM, ont préparé cette soirée. Donc, voilà. Et merci beaucoup de tout l'intérêt que vous avez porté au mouvement pour une société inclusive que nous avons initié. Et malgré les ordinateurs, rendez-vous devant vos écrans le 10 décembre.